Alors, de retour au plateau, on rigole bien, le sport, ça fait du bien pour la santé. Hein. Mon père, vous faites du sport? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Vous marchez? Je faisais du tennis, je faisais du foot. Ah oui, du foot aussi. Maintenant, je marche, oui, j'ai toujours joué, même jusqu'à Fagnan. Ah ouais? En 75, j'ai joué. Ah ouais? J'étais défenseur ou gardien. Ça dépendait, donc vous étiez beaucoup plus à l'arrière. Ouais. Super. Et vous, monsieur Moïse Tchapo? Mon grand sport, c'est la marche. Vous marchez beaucoup? Je préfère marcher puisque le temps, plus souvent, on est au volant. Oui. Le temps qu'on retrouve le plus intéressant, c'est de marcher. On se dit que le soir, on peut marcher. Parfait. Et vous arrivez quand même à dégager du temps pour marcher, là? Je marche de 19h30 à 21h chaque jour. Oh! Oui. Mais c'est super d'avoir instauré cette habitude dans sa vie. Hein? Oui, puisque on n'a pas le temps de marcher le matin, on n'a pas le temps de courir. Donc il faut au moins se dégager. Quand vous sillonnez les artères, vous vous promenez? Je me promène. Juste je prends un tronçon. Par exemple, moi j'habite à Avedi. Je me donne de marcher jusqu'à Koshigan. Donc de Koshigan, je reprends la route et puis je reviens. Sans pression. Sans pression. Non, hein? Je suis très content de marcher comme ça. Super. Ça c'est bien. Il faut pouvoir instaurer ces genres d'habitudes dans sa vie. Et vous sentez que ça fait du bien, non? Quand je marche et quand je viens, je me couche super bien, je me réveille le matin. Super. Super. Bon, c'est vous dire, hein, c'est vous dire qu'il faut marcher, qu'il faut faire du sport. Quel qu'il soit le sport, il faut le faire. Il faut faire du sport, il faut brûler la graisse, il faut se maintenir. Bon, vous êtes tous les deux sur le plateau. Ce qui vous réunit au-delà d'être des croyants catholiques, bien sûr, c'est la cause, la défense de la cause des personnes non-voyantes et malvoyantes. Bien sûr. On est là en soutien aux aveugles du Togo. Père Bruno Guili, merci d'être sur ce plateau. Merci. Un grand plaisir de vous retrouver encore. Monsieur Moïse Tchapo, vous représentez le groupe Saint-François d'Assise, c'est cela. Et vous êtes le coordonnateur d'un projet, le projet d'intégration des non-voyants au Togo. Bien sûr. C'est cela. C'est en fait la célébration de la journée, hein, c'est la journée de lutte contre la cécité. C'est cela. C'est célébré à quelle date déjà cette journée-là? La journée de lutte contre la cécité, je vous le dirai dans un instant. C'est à la lumière donc de cette célébration que nous sommes dit, bon zut, il faut quand même faire découvrir ces personnes qui offrent de leur vie pour la cause des personnes non-voyantes au Togo. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait vous inviter pour découvrir ce que vous faites. Le père Bruno Guili a une très belle histoire par rapport donc au soutien aux aveugles. Vous avez un frère. Oui. Il est prêtre aussi. Oui. Bon, finalement, dans la famille, tout le monde est prêtre. Hein? 2 sur 3 garçons. 2 garçons sur 3 prêtres. Oui. Bah, que de bénédictions hein, pour vos parents. Que de bénédictions. Donc, votre grand frère, c'est le grand frère. Il était au Togo. Il a 8 ans plus que moi. Il était déjà au Togo en 65. Avant vous? À ce moment-là, il était voyant. Il était voyant. 10 ans après, il est devenu aveugle à cause d'une rétinose, d'une erreur optique. Donc c'est au Togo qu'il a perdu la vue, c'est ici. Il était ici. C'était une maladie de naissance. Oui, bien sûr, mais c'était ici que ça s'est arrivé. Oui, c'est plus ou moins empiré. Après, il a fait 7 ans en Europe, mais on n'a pas pu le soigner. Et donc c'est de lui que vient cette initiative de ce qui deviendra aujourd'hui l'Institut des aveugles de Togoville. Et là, je voudrais ajouter que, en train de perdre à petit coup la vue, il s'est fait proposer en Espagne une opération qui lui permettait de voir les 2 couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Mais lui, il a refusé de se faire implanter un appareil et il s'est dit non, il préfère fermer, ou que Dieu ferme ses yeux pour que les ouvre aux nécessiteux. Et vous savez que dans la congrégation, dans les congrégations religieuses, chaque église, chaque congrégation a son charisme. Donc, ayant que le père Fabio ait perdu la vue en Italie et qu'il est allé. Sur quelle paroisse, Salomé? Elle était à la paroisse de Dogomé. À Dogomé. Si. Ah, le père Fabio. Le père Fabio. Ah, oui, c'est un nom qu'on connaît. Hein. Avant, il était à Copé, puis de retour, il était pratiquement à Togoville. C'est cela. C'est à Togoville qu'il a commencé le centre. Là maintenant, quand il a perdu la vue, donc en Italie, il est parti à prendre le break contre tout le monde au milieu des enfants.
il se dit que c'est encore plus intéressant de relire la Bible soi-même quand il la lise. Oui. Là, quand il a fini le braille, il s'est proposé de revenir au Togo avec une autre idée, de venir mettre autour de lui la faveur des familles et de ses confrères prêtres pour remonter ou redonner la vie à des personnes vivantes avec le handicap de la vue à travers l'éducation. C'est à ce niveau que, étant affecté à Togoville comme vicaire de la paroisse, il s'est attelé beaucoup d'amis, et avec l'Italie surtout et sa famille Gili, ils sont mis dedans pour chercher les moyens et trouver cette œuvre qui a été le centre qu'il a construit en 84 et qui a été inauguré le 15 octobre 1985. Super. Là maintenant, le centre était pour l'école. Et il a fallu maintenant que le groupe Saint-François d'Assise, dont je suis représentant actuellement au Togo, puisse maintenant aussi se former en Italie pour venir en appui à ce centre de Togoville dans le cadre de l'éducation. Ok. Donc c'était un centre qui n'avait pas une très grande envergure au début. Mais que vous avez quand même récupéré vu la noblesse de l'œuvre que ça poursuit. Bien sûr. Et à chanter les éloges aux sœurs NDE qui ont collaboré dans les premières heures avec le Père Fabio pour la gestion de ce centre. Mais le centre est une œuvre du diocèse. Voilà pourquoi quand le Père Fabio, vers la vieillesse, a senti important que le centre maintenant retourne à l'évêché, retourne au diocèse, qu'il puisse prendre les choses en marche. C'est ça que le Père Fabio, en 2013, a opté à ce que les Comboniens se retirent totalement de la gestion, entre guillemets, du centre et que la responsabilité maintenant est donnée à l'évêque d'Anéon, qui est maintenant responsable et qui a maintenant nommé les prêtres directeurs et économes pour l'Institut des aveugles de Togoville. Alors, quel soutien, qu'est-ce que cet institut offre aux Togolais, aux personnes non-voyantes du Togo? Donc, nous avons une petite ONG en Italie qui nous aide. Et après, nous avons des bienfaiteurs. Ma famille, personnellement, elle nous aide beaucoup. À faire quoi aux aveugles? Qu'est-ce que vous Ils me soutiennent matériellement. Répondant à la question, il va aider un peu le Père. Avec le parrainage et autres. Le projet dans son ensemble, soutenu par les Comboniens et ces associations partenaires, sont dans deux catégories, dans deux ordres d'aide. La première assistance qui vient aux non-voyants, c'est de leur apporter l'éducation, ce qu'on a nommé l'intégration. Au fin fond, le centre est soutenu, ou les non-voyants sont soutenus à 100% pour l'éducation. Ce que nous faisons avec Togoville. À l'université, à travers le projet d'intégration dont je suis le coordonnateur, nous faisons également les 100% de l'éducation des étudiants. Donc c'est un projet universitaire. Le projet d'intégration était au départ, jusqu'en 2015, un projet universitaire. Mais actuellement, nous avons essayé de renforcer ce projet qui maintenant se permet ou s'est autorisé d'aider, et en plus des étudiants, des personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de finir l'école. Et nous faisons aussi la réinsertion socio-professionnelle de ces personnes. Alors quand vous dites que vous aidez les personnes, par exemple, à l'université, qu'est-ce que vous leur faites? Vous leur payez les frais d'inscription, vous leur donnez à manger, ou en quoi consiste l'accompagnement que vous leur offrez à ces personnes? Les étudiants de Lomé qui sont sur notre projet, ils sont peu, bien sûr, puisque cette année nous avons presque 25, nous leur payons les frais de scolarité à 100%. Nous leur apportons le matériel didactique, c'est-à-dire le papier, braille, tout le matériel. Ils vont écrire le braille. Tout le matériel. Nous avons des agents, des encadreurs à leur disposition qui les accompagnent pendant les cours et pendant les examens payés par notre projet. Et à la fin du mois, nous leur apportons une contribution financière de 20 000 francs CFA pour les déplacements. Même à Togoville, nous faisons cela. Pour ceux qui sont au CEG et aux écoles primaires. Parfois, nous payons les profs parce qu'ils sont trop âgés, ils n'ont pas pu être intégrés par l'État. Mais étant donné qu'ils connaissent le braille, et qu'ils prennent en charge donc ces élèves, nous les payons et nous les aidons. Tout ça. Alors, sur ce projet-là, c'est quoi le plus haut niveau déjà atteint par un étudiant? L'étudiant qui est passé sur notre projet et qui a été un bon niveau, c'est que nous avons en premier M. Madou Yaobi le premier docteur même. Docteur en philosophie.
C'est docteur en droit. Pardon. Le premier docteur non-voyant en droit. Il est passé sur notre projet, bien sûr. Ah, ok, super. Et bien, comme quoi, on a de la valeur, c'est juste l'accompagnement qui manque des fois. Donc, trouver toute la pertinence alors de cette idée, de cette gère, de ce grain qu'a planté en son temps M. Fabio Gili. C'est ça qui fait que, à regarder un peu les contours de la vie et de sa beauté, nous essayons de dire que nous devons lutter pour une seule phrase. C'est-à-dire que, avant d'être non-voyant, on est d'abord une personne. Et c'est seulement la vue que nous avions perdue et non la tête. Donc à une personne pareille, nous essayons, bref, ce que je fais de toute cette expérience, ce que je suis en train de mener depuis presque 10 ans avec le père Fabio, c'est pour redonner d'abord à cette couche sociale qui est déjà défavorisée par le handicap de la vue, à sa famille et à la société en général, que nous devons utiliser cette phrase, que c'est la vue que la personne a perdue et non la tête. Elle n'a pas perdu son humanité. L'humanité, elle est là. Mais nous devons aussi les accompagner à comprendre que le handicap n'est pas encore un passeport pour être un cas social à tous les fins. C'est ça qui fait que nous essayons de lutter pour leur permettre eux-mêmes d'être autonomes, auto-indépendants, avant de chercher un appui. Ce qu'il était la dernière fois en tournée à Dapon, il disait, si un non-voyant est avec moi et j'ai son ordinateur à côté et que je déplace là où il avait déposé, c'est devenu un problème. C'est devenu un handicap, mais sinon il n'y a pas de souci. Il allume son ordinateur. Donc, nous devons faire éviter aux gens que la cécité est une... c'est une fatalité, une malédiction. C'est la phrase qui vient en Afrique. C'est une malédiction. Puis si on dit en Afrique, quand tu es malade et tu as fait beaucoup d'années, tu n'es pas guéri, c'est que tu aurais fait du mal et que tu subis la punition. C'est ce que nous sommes en train de faire éviter aux gens, à comprendre que le non-voyant, c'est comme nous. Lui-même, il a son expérience parce que lui aussi, il était devenu non-voyant. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait une hémorragie au nerf optique, ce qui m'a coûté beaucoup de... Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait l'hémorragie? Un accident, il a été victime d'un accident. Et donc vous avez fait une hémorragie au nerf optique? Nerf optique. Et vous ne voyez plus? Bien sûr. Dieu sauve-moi. Et comment ça s'est passé? Il faudrait dire que j'ai lutté de tous les côtés, de tous les bords, puisque, ce que je dis dans la vie, le découragement est le premier, la première force qui tue, c'est le découragement. Il fallait se mettre à tous les points pour chercher ici et là, pas seulement chercher les moyens pour se faire opérer, mais chercher les moyens du courage d'accepter ce qui était arrivé. Vous êtes resté dans l'obscurité pendant combien de temps? 3 ans et demi. Sans voir? Sans voir. C'était malvoyant ou non-voyant? Non-voyant. Ça allait. Mais on vous avait dit que c'était réversible, non? C'était réversible s'il y avait les moyens. J'ai fait le Ghana, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Maroc, mais il n'y avait pas de sortie. Donc c'est seulement en Allemagne que j'ai pu être accepté. Donc vous avez vécu pendant 3 ans et demi ce que ces gens vivent. Je comprends mieux la passion pour laquelle on vous dit qu'il faut l'avoir vécu pour s'engager autant avec toute son âme. Voilà, ça se comprend quoi. C'est pour cela oui. Donc il faut comprendre que... Donc c'est une mission, c'est Dieu qui vous a fait ça et puis pour vous charger d'une mission, donnez quoi. Une mission, oui, mais il doit un petit atout, pas une mission, puisque il ne fait qu'apporter une petite contribution de ce que je peux. Parce que vous étiez déjà dans le domaine avant de l'accident ou c'est après que... Après l'accident, il était à Dakar à l'époque, en train de continuer mes études universitaires. Et je devais rentrer pour une hémiplégie à l'hémico droit. Donc j'étais rentré avec l'hémiplégie, ce que je traitais. Et malheureusement en 2007, il fallait que ça se complique avec une cécité, puisqu'il fallait toujours courir avec des accidents. Donc c'est juste après ça qu'on m'avait parlé d'un prêtre non-voyant. C'était le 8 février 2007 qu'on me parle d'un prêtre non-voyant. Moi je tombais des nuages. Je me demande comment un prêtre non-voyant être prêtre. Et vous êtes allé le voir? Je suis allé le voir. C'est parti, j'étais là, il me demande, hey, oui, je suis non-voyant, mais je tombais des nuages. Mais comment s'il le fait, il me dit que non, il ne peut pas me dire quelque chose, mais en avril je comprendrai. Là, chaque temps je vais avec lui, mais il ne touchait pas la table, parce que quand il mettait la main sur la table, tout bougeait. À cause de l'hémiplégie que je faisais. Ah ok, donc, quand vous touchez la table, vous tremblez? Bien sûr, donc j'étais resté avec lui, on priait, on causait. Bon, j'étais devenu presque son ami, donc il me confiait beaucoup de choses. Et avec ça, j'ai commencé par écrire des livres sur la vie d'une personne handicapée, sur la vie de ce dernier, du père Fabio. Et j'ai pu du moins agrandir un peu les expériences qu'il avait. Et j'ai senti que vraiment, une personne comme ce que j'étais à l'époque n'était pas un obstacle. C'est ça. Juste que à dire, seulement qu'on me donne une bonne adresse, il arrive quoi. C'est ce qui a fait que j'ai compris que non, mes frères qui sont restés malheureusement dans cette situation doivent tous comprendre que
Quand on t'appuie, on peut arriver. C'est juste un coup de pouce. Juste un coup de pouce. Ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap. C'est nous qui créons le handicap pour eux, en fait. C'est ça. Et quand vous avez vu, le premier jour, vous avez retrouvé la lumière. Bien sûr. Vous vous êtes dit non, il faut que je m'engage pour ces gens-là. J'ai été invité la semaine dernière au Maroc pour 3 jours de travail par l'église copte pour organiser la semaine de la cécité. On discutait et me demandait, je leur ai dit que non. Le non-voyant n'a pas de problème. C'est nous-mêmes qui en prenons pour en faire un problème. Puisque la cécité à la base doit être comprise comme une maladie comme toutes les autres. Oui, et qu'on doit les accompagner. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puisqu'à presque 100 ans, ma foi, je ne suis pas sûr qu'on peut essayer d'éviter vraiment la cécité dans le monde. C'est un peu difficile, puisque la science évolue, mais on peut seulement que savoir que nous aurons encore des non-voyants avec nous et que nous devons toujours créer des moyens pour les accompagner. Pour leur faciliter leur intégration. C'est le père Fabio qui l'a aidé à aller en Allemagne. Bien sûr, se faire opérer. C'est dire tout l'engagement, mais votre famille, vous aimez le Togo, en fait, vous êtes des Togolais. Finalement, la famille Gili, c'est une famille togolaise. Je suis au Togo depuis 46 ans, j'ai vécu 28 ans en Italie et 46 ans. Et 46 ans au Togo, donc vous êtes plus Togolais que tout autre. Oui. Super. Et ça, c'est, monsieur Dr Madou, c'est donc le Togolais, la personne non-voyante que vous avez accompagnée à un plus haut niveau. Et au niveau de l'insertion professionnelle, comment ça se passe? Pour l'insertion professionnelle, toujours à partir du père Fabio Gili, il y a une association italienne qui s'appelle l'Association Santa Lucia di Verona, qui avait appuyé le projet de formation, de massage, de tricotage et d'informatique à Tochi. Informatique et musique. Ce projet a pris feu avec le centre Sainte-Lucie de Tochi. Et à partir de là, nous avons eu des gens qui sont sortis avec la formation en massage. Pas forcément à l'appliquer sur le sens du terme, puisque la kinésithérapie est très compliquée, encore pour un non-voyant que nous avons actuellement chez nous. Donc nous avons seulement fait que le massage, le tricotage, et ces gens sont maintenant accompagnés à exercer cette activité. Donc nous avons 2 plus ou moins actuellement qui font le tricotage à la maison. Et tous les autres qui ont fait le massage et autres se sont réunis en association qui s'appelle Happy Brothers and Sisters. Et ça, on les connaît. Hein? On connaît les Happy Brothers. Hein? Ok, donc c'est de là que ça vient, les Happy Brothers. Tous ces groupes viennent directement dire c'est un lien parental, c'est comme un cordon ombilical de Togoville. Ah oui, bien sûr. Oui, les Happy Brothers, on les connaît. Quand dans une manif, on vous annonce les Happy Brothers, on dit ah oui, les Happy Brothers sont là. Et puis tout le monde s'amuse parce qu'on veut entendre chanter les Happy Brothers. Ils sont allés l'année passée chanter à l'ambassade d'Allemagne. C'est cela, ils sont magnifiques. Tous ces exemples, c'est juste pour dire qu'avec de l'accompagnement, on ne va plus les voir au feu tricolore. On ne va plus les sentir comme des fardeaux dans nos familles. C'est triste de dire qu'on les verrait encore au feu tricolore, puisque ce que nous faisons avec nos moyens, nous ne faisons pas grand nombre. Mais le peu que nous avons, nous sommes sûrs qu'ils ne sont plus dans la rue. Oui, bien sûr. Au feu tricolore, tu ne verras plus un non-voyant qui est passé sur le projet Père Fabio Combonien et Groupe Saint-François d'Assise. Pour ça, au moins, on rend grâce à Dieu que ce nombre est sorti. Le reste, maintenant, qu'on retrouve encore sur le feu tricolore, nous essayons au maximum de voir comment les aider. Mais il y a un petit souci qui est là. Une personne non-voyante qui perd la vue à un âge avancé, c'est difficile que nous le réintégrons. Pourquoi? Parce que la personne a la difficulté pour apprendre le métier, pour faire le braille, et certains arrivent dans la rue avec déjà un état désespéré. Donc, bien sûr, de ne pas accepter ce qui vous arrive. Voilà. Oui, ils se renferment ce soir. Un certain, je ne sais pas si je vais l'appeler désespoir, désespérance. Oui, voilà, c'est ça. Et avec ça, c'est difficile de le faire. Mais ceux qui sont même déjà à le bas âge, à partir de la 3e ou de la 4e année, nous avons des enfants en charge. Et pour la réinsertion, même ceux qui sont accompagnés, comme demandé pour un projet de réinsertion sociale, non? Il y a beaucoup qui font le massage, font les savons, font et tout et tout. Nous avons aussi leurs enfants que nous prenons à accompagner un peu pour apaiser un peu la charge ou le poids que le papa peut avoir. C'est que nous faisons un peu, nous accompagnons un peu pour nous avons aussi le centre de UIT avec un ophtalmologue pour les opérations, pour aider les aveugles. Et normalement, c'est nous qui payons.
Le père parle du centre ophtalmologique Jean-Paul Dadewi. Oui. Là, c'est une collaboration partie depuis les années avec le père Fabio et autres. Mais à ce niveau, nous essayons nous-mêmes de faire la prévention de la cécité. Donc il y a des gens qui viennent à nous et que nous accompagnons pour les consultations et la lunetterie.